Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas je vous le souhaite. Aujourd'hui donc on va corriger les 3 questions que vous aviez à faire sur les quartiers sensibles, les banlieues difficiles, et je vais terminer ce chapitre de géographie sur la France, démographie, développement et inégalité. D'accord ? Alors, la dernière fois, pour être précis, sur la dernière vidéo, je vous avais laissé sur ces questions. Vous aviez donc à voir cette vidéo et à répondre à ces 3 questions. Et je vais les corriger maintenant, et puis je vous laisse faire votre auto-correction sérieusement, barrer ce qui est faux, rajouter ce qui manque, etc., etc. Maintenant, vous êtes grand, vous êtes largement capable de le faire tout seul. Donc, première question, pourquoi ces quartiers ont-ils été créés dans les années 1960 ? Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que à cette époque-là, situation d'après-guerre, on a une véritable crise du logement en France. Il manquait des logements, à cause donc des destructions de la Seconde Guerre mondiale, et on n'avait pas assez reconstruit. À cause de la hausse de la population française, du baby-boom, donc on a de plus en plus de jeunes qui ont la vingtaine et qui s'émancipent des parents et qui veulent se loger. Et puis on a le retour en France des colons d'Algérie après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, aux accords d'Évian. C'est ceux qu'on surnommait à l'époque les pieds noirs et qui vont revenir notamment en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis dans le Languedoc, dans le Midi aquitain. D'accord ? Donc vraiment, on manque de logements. Il a fallu un petit peu agir dans l'urgence et construire dans l'urgence. Ok ? Alors, au départ, et ça paraît paradoxal vu comme la situation s'est aggravée aujourd'hui, au départ, les gens étaient globalement contents de s'installer dans ces nouveaux HLM, qu'on appelle aussi des bars, des tours ou des grands ensembles. Vous avez plusieurs expressions pour dire la même chose, pour désigner ces immeubles qui sont géants et qui ont des dizaines de fenêtres et donc des dizaines de logements. Les gens étaient contents, contrairement à ce qu'on peut penser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils quittaient des logements de centre-ville vieux, parfois miteux, vieillots et très petits, des logements qui dataient parfois de l'entre-deux-guerres ou parfois même des années 1900-1910, vous voyez, qui étaient très anciens et qui étaient surtout très petits. Donc dès qu'il s'agissait de s'installer dans des HLM qui sont grands, qui sont modernes, qui à l'époque sont pas du tout dégradés, au contraire, qui offrent davantage de confort, plus de pièces, les gens étaient plutôt contents. Alors ils étaient certes peut-être un peu entassés, mais ils quittaient un logement vieux pour aller vers un logement qui était mieux, qui était plus confortable, qui avait plein de points positifs, d'accord ? Donc au départ, ces HLM et ces quartiers sensibles, dans les années 1960-1970, on peut dire que la situation était positive, que ça allait bien concrètement. Ça allait bien, les gens étaient contents, ils étaient mélangés, il y avait de la mixité sociale, c'était moderne, la vie était plutôt agréable, tout allait bien. Ceci m'amène à la question 3. Qu'est-ce qui s'est passé à partir fin des années 1970 et surtout des années 1965 ? Là, ces quartiers sensibles sont rentrés en crise, concrètement. Une crise qui est due notamment à la grave crise économique de 1973, qui correspond à un choc pétrolier, qui fait que tout d'un coup, l'État a nettement moins d'argent pour faire de l'urbanisme et de la construction. Du coup, ces quartiers sensibles deviennent des quartiers donc sensibles et difficiles et cumulent malheureusement toute une série de problèmes, ce qui crée un véritable cercle vicieux. Une situation qui est pas insoluble, mais qui est vraiment très 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 complexe. Premier problème, vous avez des logements qui vieillissent, qui sont mal entretenus, qui deviennent dégradés, avec par exemple la peinture des immeubles qui s'écaillent, des murs qui se fissurent, bref, des appartements qui sont de moins en moins bien, et de moins en moins confortables, et de moins en moins jolis, etc., etc. Ensuite, vous avez le chômage qui, à cause de la crise, frappe en priorité ces quartiers-là. Vous avez par exemple dans certaines
zones urbaines sensibles, qu'on abrège ZUS, ben parfois 40% des jeunes de 18 à 25 ans sont sans emploi. Vous avez également la mixité sociale qui disparaît, parce qu'à partir du moment où ces logements, ces immeubles deviennent moins bien, bah, les classes moyennes évacuent ces quartiers, et seul reste en fait dans ces quartiers et ces logements que pas beaucoup de gens veulent, bah, reste que les personnes les plus pauvres en fait, hein. Donc vous avez de moins en moins de mixité sociale, et parfois, certains parlent même de communautarisme, même si c'est sans doute exagéré. Ensuite, bah, avec la misère et la pauvreté, vous avez malheureusement la criminalité et la délinquance qui se développent, car quand on ne peut pas avoir d'emploi, etc., bah, on cherche l'argent facile, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les trafics en tout genre, malheureusement, se développent, de même que le racket, les agressions, les braquages ou les cambriolages et tout ça, et c'est bien malheureux. Vous avez également l'échec scolaire qui touche les collèges notamment de ces quartiers-là. Ça va sans doute vous étonner, mais certains collèges ont parfois 55 ou 57% de taux de réussite au brevet. C'est dire toutes les difficultés scolaires des élèves et les problèmes qu'ont les enseignants donc pour instruire les élèves des quartiers sensibles, avec tout plein de problèmes, que ce soit des problèmes scolaires purs, des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, etc., etc., etc. Vous avez aussi un autre problème que j'ai même pas listé ici, c'est que ces quartiers, vu qu'ils sont situés en périphérie des villes, et ben ils sont loin du centre-ville dynamique. Par exemple, si vous habitez à Melun, dans la banlieue à l'est de Paris, bah vous êtes à quasiment 25 minutes du centre-ville, et le TER, il n'est pas gratuit, hein. Donc ces quartiers se sentent parfois beaucoup trop isolés, beaucoup trop excentrés, un peu mis à l'écart en fait, hein. Beaucoup trop mis à l'écart. Même s'il y a des transports en commun, bah, des fois ça suffit pas. Heureusement, faut quand même pas tout voir en noir. Il y a donc des associations de solidarité très actives, des éducateurs, parfois aussi des voyous qui sont repentis, qui font des interventions auprès des jeunes. Vous avez de l'entraide, etc. Donc, faut pas trop noircir non plus le tableau et diaboliser ces quartiers sensibles. Et on va voir maintenant que l'État essaye aussi de les aider à sa manière. Voilà, donc je vous laisse prendre ce qui vous manque, corriger ce qui peut être faux, améliorer vos réponses et vous autocorriger sérieusement. Alors, les actions pour limiter les inégalités françaises. Vous avez donc l'État français qui intervient, mais surtout l'Union européenne, hein, qui a une action multiforme. Alors, en fait, l'Union européenne va d'abord se renseigner sur les régions de l'UE, et va les classer selon leur niveau de richesse. Donc, on part, comme indicateur du niveau de richesse moyen des régions de l'UE, hein, donc en gros leur PIB par habitant par rapport à la moyenne européenne, et on va définir les régions les plus développées qui n'ont pas besoin d'être aidées, les régions en transition qui vont être un tout petit peu aidées, puis les régions les moins développées, dont en fait le niveau de richesse est inférieur à 75% de la moyenne de l'Union européenne. Et elles vont recevoir des subventions, des aides pour réaliser leurs projets et l'aménagement du territoire, tout ça. Donc sur cette infographie, on précise qu'il y a le FEDER qui intervient, le FSE, le Fonds de cohésion. Alors, comme précisé dans l'infographie, selon le type de région défini par sa richesse, plusieurs organismes interviennent. Le FEDER, qui est en fait l'organisme européen chargé de l'aménagement du territoire partout sur tout le continent européen. Le FSE, qui est le Fonds social européen chargé de l'emploi, puis vous avez aussi le Fonds de cohésion, puis excusez-moi pour la petite faute, la coquille que j'ai faite, hein. C'est bien sûr les inégalités. Donc l'UE intervient, et puis vous voyez quand même
un haut niveau, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'enveloppe de 302,7 milliards d'euros pour à peu près 6 ans, et pour le FSE, 76,7 milliards d'euros. Et elle intervient à tous les niveaux. Le FEDER, par exemple, va subventionner le TGV Lyon-Turin, tout comme il va financer l'aménagement d'une place publique dans certaines villes avec des fontaines, vraiment à tous les échelons. Et cette intervention de l'Union européenne, elle est souvent peu connue et sous-estimée, mais elle est vraiment essentielle. Ensuite, l'État intervient, et je vais reprendre l'exemple des quartiers sensibles pour montrer que l'État ne les laisse pas dans la mouise. Désolé pour la vulgarité. Il les laisse pas sombrer sans rien faire. Premièrement, vous avez des actions de construction et de rénovation urbaine, avec de véritables chantiers. C'est le cas du quartier de La Duchère, au nord-ouest de Lyon. Alors, La Duchère, là, vous avez en 2002, on vous parle d'une enclave de pauvreté au cœur de l'Ouest lyonnais. Donc, vous voyez des bars. On en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minimum. Et on voit vraiment de très très grands immeubles de logement. Ça, c'est en 2002. Et regardez bien cette zone, à la partie à gauche de l'image. Et en 2008, vous voyez qu'ils ont fait sauter une partie des tours pour essayer de réaménager ces zones-là. Donc les tours et les bars n'ont pas toutes disparu, mais au moins la moitié ont dégagé. Et du coup, je suis allé voir donc sur Google Maps, et vous voyez qu'à la place de ces bars, on a construit des petites maisons, des maisons pas totalement petites pour être précis, des maisons de taille moyenne. On a simplement changé les logements et mis à la place des logements plus modernes. Vous avez un zoom ici qui vous montre que l'habitat a totalement changé, l'organisation du quartier a changé. Alors, vous allez me dire que tous les HLM n'ont pas disparu, ça c'est vrai, mais il y en a au moins une partie qui a été modifiée pour changer l'organisation du quartier et du coup essayer de moderniser le quartier. D'accord ? Enfin, l'État donne aussi des aides aux collèges de ces zones-là, qu'on n'appelle plus des ZEP, ça c'est l'ancienne appellation. Maintenant, on appelle ça des établissements REP ou REP+, qui ont plus de moyens pour faire des sorties scolaires, des classes à plus petits effectifs, qui ont plus d'argent pour faire des projets aussi, et puis qui ont les meilleurs équipements numériques possibles et imaginables. Enfin, dernier élément, l'État, depuis 2009, fait des zones franches urbaines. Alors depuis 2015, on appelle ça des ZFU-TE pour territoire et entreprise. Alors c'est quoi l'idée ? C'est que pour lutter contre le chômage, les entreprises qui emploient beaucoup de jeunes des quartiers sensibles obtiennent des baisses d'impôts importantes, notamment l'impôt sur les bénéfices. Donc pour motiver les entreprises à embaucher des jeunes du quartier, on leur donne des baisses d'impôts. L'idée, c'est que on va donner un emploi donc à ces jeunes du quartier. Du coup, ils vont se détourner de la criminalité, et puis ça va du coup instaurer une dynamique économique et sociale à l'intérieur de ces quartiers. Alors, est-ce que ça suffit ou pas ? Est-ce que les entreprises jouent le jeu ou pas ? C'est pas très clair, mais en tout cas, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que cette politique existe, et elle est maintenue. Elle est maintenue, elle existe toujours. On arrive à la conclusion de ce chapitre. Donc la France doit faire face au vieillissement de sa population, à ses conséquences sur le système des retraites, de même qu'elle doit lutter contre diverses inégalités entre ses territoires, et elle doit faire attention à maintenir sa place dans la mondialisation vis-à-vis de la concurrence des pays émergents, donc le Brésil pour l'agriculture, la Chine pour l'industrie, etc., tout en intégrant mieux ces migrants. Évidemment, il y a l'enjeu de l'intégration. L'État, les collectivités territoriales, c'est-à-dire la région, le département, y veillent, ils interviennent à ce niveau-là. L'Union européenne aussi, mais ils doivent quand même accroître leurs efforts pour atteindre leurs objectifs. Après, j'ai envie de dire que seul l'avenir le dira s'ils ont réussi ou pas, et si leurs efforts ont été suffisants ou pas. Merci pour vos écoutes, travaillez bien ça sérieusement de votre côté, et à bientôt.